Les yeux du chiot abandonné croisèrent ceux de la lynx enceinte, figeant ses crocs à quelques centimètres de la gorge tremblante du petit être. 3 semaines plus tard, dans l'obscurité de sa tanière, un événement impensable allait défier toutes les lois de la nature sauvage. Dans les profondeurs de la forêt boréale française, où les pins s'élèvent comme des sentinelles silencieuses et où le temps semble suspendu entre les ombres et la lumière, vivait une magnifique femelle lynx. Son pelage tacheté se fondait parfaitement dans le paysage forestier, lui permettant de se déplacer comme un fantôme entre les arbres centenaires. Ambre, comme l'auraient nommé les rares humains qui avaient eu la chance de l'apercevoir, régnait sur son territoire depuis près de 4 ans. Solitaire et fière, elle avait survécu à des hivers rigoureux, à des rencontres dangereuses avec des loups et même à une tentative de braconnage qui lui avait laissé une légère cicatrice sur l'oreille droite. Ce printemps-là était différent. Le ventre d'Ambre s'était arrondi, portant en lui la promesse d'une nouvelle génération. Sa démarche, habituellement si légère et si rapide, s'était alourdie. Ses besoins en nourriture avaient augmenté considérablement, l'obligeant à chasser plus souvent malgré son état. Dans quelques semaines, elle donnerait naissance à ses petits. Son instinct maternel l'avait déjà poussé à préparer plusieurs tanières potentielles, mais elle avait finalement jeté son dévolu sur une cavité naturelle sous les racines d'un immense chêne déraciné, offrant protection et discrétion. Ce matin-là, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers la canopée, une odeur inhabituelle vint chatouiller les narines sensibles d'Ambre. Ce n'était ni l'odeur musquée d'un renard, ni celle plus âcre d'un sanglier. C'était une odeur qu'elle connaissait et redoutait à la fois, celle de l'homme. Méfiante, elle se figea, tous ses sens en alerte. Le vent lui apportait cette odeur mêlée à une autre, plus faible, qu'elle ne parvenait pas à identifier clairement. La curiosité finit par l'emporter sur la prudence. Avec une grâce étonnante pour son état, Ambre se déplaça silencieusement vers la source de cette odeur intrigante. Le terrain descendait légèrement vers un petit ruisseau qui traversait son territoire. C'est là, près de la berge boueuse, qu'elle découvrit l'origine de cette perturbation. Une camionnette s'était arrêtée brièvement. Ambre pouvait encore sentir l'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé. Mais ce qui attira véritablement son attention était un petit sac en toile, jeté négligemment près de l'eau. Le sac bougeait faiblement, émettant des gémissements presque inaudibles. L'homme était parti depuis peu, mais son odeur persistait, imprégnant l'air pur de la forêt comme une tache indélébile. Ambre aurait dû fuir, retourner à la sécurité de sa tanière et éviter tout contact avec ce qui touchait aux humains. C'est ce que son instinct de survie lui dictait. Pourtant, quelque chose dans ses faibles gémissements éveilla en elle une réaction plus forte encore que sa méfiance innée. Un instinct plus ancien, plus profond. S'approchant avec une extrême précaution, ses pattes touchant à peine le sol, Ambre s'avança vers le sac. D'un coup de griffe précis, elle déchira la toile. Ce qu'elle découvrit la figea sur place. Un chiot, un minuscule chiot au pelage beige et gris, aux yeux à peine ouverts, tremblant de froid et de peur. Il ne devait pas avoir plus de quelques semaines. Abandonné là, au milieu de nulle part, condamné à une mort certaine par celui qui était censé en prendre soin. Le petit être leva vers Ambre un regard empli de détresse, émettant un faible gémissement qui semblait être un appel à l'aide désespérée. La nature a ses lois, souvent cruelles mais nécessaires. Dans l'ordre normal des choses, ce chiot représentait tout ce qu'Ambre devait éviter. L'odeur de l'homme, une espèce concurrente, un fardeau inutile alors qu'elle-même attendait sa progéniture. Dans l'ordre normal des choses, elle aurait dû s'en détourner, peut-être même l'éliminer comme une menace potentielle pour ses futurs petits. Mais parfois, la nature elle-même semble suspendre ses propres règles. Ambre s'approcha encore, humant le chiot avec intensité. Sous l'odeur humaine se cachait celle d'un être vulnérable, affamé, innocent. Un orphelin,
tout comme elle l'avait été après qu'un chasseur eut tué sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un chaton. Ce souvenir enfoui remonta à la surface de sa conscience animale comme une bulle d'air dans un étang. Sans plus réfléchir, guidée par une impulsion qu'elle-même n'aurait pu expliquer, Ambre saisit délicatement le chiot par la peau du cou, comme elle l'aurait fait avec son propre petit. Il était si léger, si fragile entre ses puissantes mâchoires capables de briser la nuque d'un chevreuil. Avec une infinie précaution, elle commença à le transporter vers sa tanière. Le trajet fut lent. Ambre s'arrêtait fréquemment à l'écoute du moindre danger, consciente de sa vulnérabilité accrue. Le chiot restait étonnamment calme, comme s'il comprenait instinctivement que son salut dépendait de cette étrange créature qu'il avait recueillie. La tanière était chaude et sèche, tapissée de feuilles et d'herbes que la lynx avait méticuleusement arrangées pour accueillir sa portée. Avec d'infinies précautions, elle déposa le chiot au cœur de ce nid improvisé. Il tremblait encore, mais moins violemment. Ses yeux, d'un brun ambré étrangement similaire à ceux de sa sauveuse, fixaient cette dernière avec une confiance aveugle qui aurait paru absurde à tout observateur extérieur. Ambre s'allongea près de lui, son corps puissant formant un rempart protecteur contre le monde extérieur. La chaleur de son pelage sembla apaiser le chiot qui, épuisé par sa terrible expérience, s'endormit rapidement contre elle. La lynx resta éveillée, vigilante, ses oreilles pointues pivotant régulièrement pour capter le moindre son suspect. Ce qu'elle venait de faire défiait toute logique animale. Les lynx sont des prédateurs solitaires, territoriaux, qui ne s'attachent qu'à leur propre progéniture et seulement pour le temps nécessaire à leur apprentissage de la survie. Ils ne recueillent pas les petits d'autres espèces, encore moins ceux associés à l'homme, leur plus grand ennemi. Pourtant, alors que la nuit tombait sur la forêt, enveloppant la tanière d'une obscurité protectrice, Ambre ne ressentait aucun regret. Au contraire, une étrange sérénité l'habitait, comme si elle avait accompli ce que le destin attendait d'elle. Les jours suivants établirent une routine aussi improbable qu'extraordinaire. Chaque matin, Ambre quittait brièvement la tanière pour chasser, rapportant de petites proies qu'elle déposait devant le chiot. Au début, il ne savait comment s'en nourrir, habitué sans doute à une alimentation différente. Mais la faim est une maîtresse exigeante et bientôt il apprit à déchiqueter la viande tendre des lapins et des perdrix que la lynx lui rapportait. Une semaine passa ainsi, puis une deuxième. Le chiot grandissait à vue d'œil, reprenant des forces et commençant même à s'aventurer timidement à l'entrée de la tanière sous le regard attentif d'Ambre. Son pelage prenait de l'éclat et sa démarche devenait plus assurée. Parfois, il tentait maladroitement d'imiter les mouvements furtifs de sa mère adoptive, provoquant chez cette dernière ce qui aurait pu passer pour de l'amusement si les lynx pouvaient éprouver une telle émotion. Le ventre d'Ambre s'était encore arrondi. Le moment de la mise bas approchait inexorablement. Dans la nature, c'est généralement à ce moment que les mères deviennent particulièrement agressives, ne tolérant aucune présence étrangère près de leur tanière. Le chiot aurait dû représenter une menace inacceptable pour ses futurs petits. Mais le lien qui s'était formé entre eux semblait transcender ces impératifs biologiques. Loin de rejeter le chiot, Ambre redoublait d'attention à son égard, comme si elle le préparait à un événement important qu'il devait comprendre et accepter. La troisième semaine, alors que l'aube pointait à peine, Ambre ressentit les premières contractions. L'heure était venue. Instinctivement, elle s'isola dans un recoin plus profond de la tanière, laissant le chiot à l'entrée. Il semblait comprendre qu'il ne devait pas s'approcher, restant couché, attentif aux sons et aux odeurs nouvelles qui emplissaient leur refuge. Le travail dura plusieurs heures. Finalement, un premier chaton apparut, puis un second. Deux petits lynx, aveugles et totalement dépendants, leur pelage encore humide collé à leur corps minuscule. Ambre les nettoya méticuleusement, stimulant leur respiration et leur circulation. Une fois satisfaite de leur état, épuisée mais vigilante,
Elle les guida vers ses mamelles, où ils commencèrent à téter avidement. C'est alors que se produisit l'impensable. Avec un doux miaulement, Ambre appela le chiot, qui attendait patiemment à distance. Il s'approcha prudemment, l'échine basse en signe de soumission. La lynx l'accueillit sans agressivité, lui permettant de s'approcher des nouveau-nés. Délicatement, elle le poussa même vers eux, comme pour lui présenter sa nouvelle famille. Le spectacle qui s'offrait alors dans cette tanière perdue au cœur de la forêt défierait à jamais les lois supposées immuables de la nature sauvage. Une mère lynx, allaitant ses chatons, sous le regard attentif d'un chiot recueilli, tous réunis dans une improbable fratrie que rien ne prédestinait à exister. Ce que personne ne pouvait encore savoir, c'est que cette alliance contre nature n'était que le début d'une histoire encore plus extraordinaire qui allait bouleverser l'équilibre de la forêt tout entière. À 20 kilomètres de là, dans le village le plus proche, Thomas Lefebvre, garde forestier depuis plus de 30 ans, notait dans son carnet d'observation les derniers indices de la présence d'une femelle lynx gestante sur son secteur. Sans le savoir, il allait bientôt être le témoin privilégié d'un phénomène que la science considérerait comme impossible et qui remettrait en question tout ce que l'on croyait savoir sur le comportement animal. Le soleil se levait sur la forêt, illuminant progressivement les sous-bois d'une douce lumière dorée. Dans la tanière, sous le chêne déraciné, la vie suivait un rythme que la nature n'avait jamais prévu. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la naissance des chatons d'Ambre. Leurs yeux s'étaient ouverts, révélant le même ambre profond que ceux de leur mère. Leur pelage, d'abord uniformément gris, commençait à présenter les premières taches caractéristiques de leur espèce. Le chiot, que la lynx semblait avoir accepté comme l'un des siens, grandissait également. Son corps s'était étoffé, gagnant en muscles et en assurance. Son instinct lui avait appris à se faire discret lorsque la mère s'occupait des petits, mais Ambre ne montrait aucun signe d'hostilité envers lui. Au contraire, elle le laissait approcher les chatons, renifler leur pelage, parfois même se coucher contre eux pour partager sa chaleur quand elle s'absentait pour chasser. Cette cohabitation défiant toutes les lois connues du comportement animal s'était établie dans un équilibre fragile mais fonctionnel. Chaque membre de cette famille improbable semblait avoir trouvé sa place, adapté son comportement pour accommoder les autres. Le chiot avait même commencé à imiter certains comportements félins, se lavant avec sa langue comme il avait vu Ambre le faire, ou s'accroupissant bas sur ses pattes avant de bondir maladroitement sur un insecte, parodie touchante des techniques de chasse des lynx. Ce matin-là, Ambre décida qu'il était temps pour ses petits de découvrir le monde extérieur. Les chatons étaient encore trop jeunes pour s'aventurer loin, mais les premiers pas hors de la tanière constituaient une étape cruciale dans leur développement. Avec une patience infinie, elle les encouragea à la suivre vers l'entrée de leur abri. Le premier, légèrement plus grand et plus audacieux, suivit sa mère sans hésitation. Le second, plus timide, avança avec précaution, s'arrêtant souvent pour observer son environnement avec une méfiance instinctive. Le chiot, observant la scène, semblait comprendre l'importance du moment. Il resta en retrait, comme s'il savait que cette leçon ne le concernait pas directement. Pourtant, quand le plus petit des chatons hésita longuement devant la lumière intense de l'extérieur, c'est vers le chiot qu'il se tourna, comme cherchant un encouragement. Le jeune canidé s'approcha alors doucement et poussa gentiment le chaton avec son museau. Ce simple geste sembla donner au petit lynx le courage qui lui manquait. Il franchit le seuil, rejoignant sa mère et son frère dans le monde extérieur. Ambre observa cette interaction avec ce qui aurait pu passer pour de la surprise si les animaux pouvaient exprimer de telles émotions. Elle resta immobile un instant, puis, dans un geste qui défiait toute explication rationnelle, elle émit un doux miaulement, invitant clairement le chiot à les rejoindre. L'invitation fut acceptée avec enthousiasme,
et bientôt les 4 créatures se retrouvèrent ensemble au soleil, formant un tableau que nul naturaliste n'aurait cru possible. À quelques kilomètres de là, Thomas Lefèvre parcourait son secteur avec la méthodique patience qui caractérisait son travail depuis 3 décennies. À 58 ans, le garde forestier connaissait chaque recoin de son domaine, chaque arbre remarquable, chaque clairière secrète. Les animaux eux-mêmes semblaient le reconnaître, se montrant moins farouches en sa présence qu'avec tout autre humain. Thomas s'était spécialisé dans le suivi des grands prédateurs, et particulièrement des lynx, espèces protégées dont la réintroduction dans les forêts françaises représentait un succès écologique encore fragile. Il avait documenté la présence d'Ambre depuis sa première apparition dans le secteur, 4 ans auparavant. Il l'avait photographiée, avait relevé ses empreintes, collecté ses poils pour analyse génétique et même occasionnellement aperçu de loin sa silhouette élégante. Mais jamais il n'avait pu s'approcher suffisamment pour l'observer véritablement. Ces dernières semaines, les indices de présence de la femelle lynx s'étaient concentrés autour d'une zone précise, signe probable qu'elle avait mis bas et restait près de sa tanière. Thomas avait délibérément évité cette zone, ne voulant pas perturber ce moment crucial. Mais aujourd'hui, équipé de son appareil photo muni d'un téléobjectif puissant, il se dirigeait vers ce secteur dans l'espoir d'apercevoir les jeunes lynx. Une telle observation constituerait une donnée précieuse pour son rapport annuel sur la population de lynx du massif. Le garde forestier progressait avec une discrétion née de l'expérience, évitant les branches mortes, se déplaçant contre le vent pour que son odeur ne le précède pas. Il savait que ses chances étaient minces, mais la patience était sa plus grande qualité. Il s'installa finalement dans un affût naturel, un renfoncement entre 2 rochers qui lui offrait à la fois une bonne visibilité et un excellent camouflage. Les heures passèrent, le soleil montant dans le ciel puis entamant sa descente. Thomas restait immobile, ses yeux scrutant régulièrement les environs à travers ses jumelles. Sa patience fut finalement récompensée quand un mouvement attira son attention à la lisière d'une petite clairière. Son cœur s'accéléra. C'était bien Ambre qui émergeait prudemment des fourrés. Thomas ajusta son téléobjectif, retenant son souffle. La femelle lynx s'avança dans la clairière, puis se retourna comme pour encourager quelqu'un à la suivre. Un petit museau apparut, puis un autre. Les chatons. Le garde forestier commença à prendre des clichés en rafale, exultant silencieusement devant cette chance inouïe. Mais son euphorie se transforma en stupéfaction quand une 4e silhouette émergea des buissons. Thomas cessa de photographier, croyant d'abord à une hallucination. Il cligna plusieurs fois des yeux, mais l'image persistait. Aux côtés des 2 chatons de lynx se tenait un chiot, indubitablement un jeune chien domestique, qui semblait faire partie intégrante de cette famille sauvage. « C'est impossible », murmura Thomas, reprenant machinalement ses photographies. Pourtant, la scène qui se déroulait sous ses yeux ne laissait place à aucune ambiguïté. Le chiot se déplaçait avec les chatons, imitant leurs mouvements, partageant visiblement leur vie depuis suffisamment longtemps pour avoir adopté certains de leurs comportements. Ambre conduisit sa progéniture, y compris le chiot, vers le petit ruisseau qui traversait la clairière. Les chatons s'approchèrent de l'eau avec méfiance, mais le chiot s'y engagea sans hésitation, pataugeant joyeusement avant de se retourner comme pour les encourager à le suivre. Après quelques instants d'hésitation, le plus courageux des chatons le rejoignit, suivi bientôt par son frère. Thomas observait, fasciné, cette interaction qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur le comportement animal. En 3 décennies de carrière, il n'avait jamais rien vu de semblable. Il connaissait bien sûr ces histoires d'adoption interspécifiques occasionnellement rapportées. Une chatte allaitant des blaireaux orphelins, une chienne élevant un faon. Mais toujours dans un contexte de captivité ou de semi-liberté, jamais dans la nature sauvage, et surtout pas impliquant un prédateur aussi spécialisé et solitaire que le lynx.
Pourtant, les images dans son appareil photo ne mentaient pas. Cette famille improbable existait bel et bien, défiant les lois supposées immuables de la nature. Thomas se demanda ce qui avait pu se passer. Comment ce chiot avait-il atterri dans la forêt? Comment avait-il survécu? Et surtout, pourquoi Ambre l'avait-elle accepté parmi les siens? Le garde forestier savait qu'il était témoin d'un phénomène exceptionnel, peut-être unique, un phénomène qui méritait d'être documenté, étudié, compris. Mais il savait aussi que révéler l'existence de cette famille inhabituelle pourrait attirer une attention indésirable. Des curieux, des photographes, des touristes. La tranquillité d'Ambre et de ses petits serait compromise. Thomas prit sa décision. Il garderait cette découverte pour lui, du moins pour l'instant. Il continuerait à observer discrètement, à documenter cette histoire extraordinaire, mais sans en parler à quiconque. Pas même à ses collègues du service forestier. Cette famille méritait une chance de survivre, de se développer à l'abri des regards humains. Alors que le soleil commençait à décliner, Ambre rassembla sa progéniture. D'un miaulement autoritaire, elle signala qu'il était temps de rentrer à la tanière. Les chatons obéirent immédiatement, mais le chiot s'attarda dans l'eau, visiblement réticent à quitter son nouveau terrain de jeu. Ambre s'approcha de la berge et émit un autre son plus insistant. À la grande surprise de Thomas, le chiot réagit instantanément, quittant le ruisseau pour rejoindre les lynx. Ensemble, ils disparurent dans les fourrés, laissant Thomas seul avec ses questions et ses photographies. Il rangea son matériel, l'esprit bouillonnant de théories et d'hypothèses. Une chose était certaine, il reviendrait. Cette histoire ne faisait que commencer, et il était déterminé à en documenter chaque chapitre. Sur le chemin du retour vers son véhicule, Thomas repensa à toutes ces années passées à observer la nature, à étudier les comportements animaux. Il avait toujours cru que ces comportements étaient dictés par des instincts immuables, des règles gravées dans l'ADN de chaque espèce. Mais ce qu'il venait de voir remettait en question toutes ces certitudes. Si un lynx sauvage pouvait adopter un chiot abandonné, si deux espèces théoriquement ennemies pouvaient former une famille, alors peut-être que la nature était plus flexible, plus adaptable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Peut-être que sous les instincts primaires de survie et de reproduction se cachaient d'autres impulsions, d'autres possibilités que la science n'avait pas encore explorées. Cette pensée le fit sourire. Après 30 ans de carrière, il avait encore des choses à apprendre, des mystères à découvrir. La forêt qu'il croyait connaître par cœur venait de lui révéler qu'elle recelait encore des secrets capables de l'émerveiller. Thomas regagna sa maison alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Cette nuit, il rêverait de lynx et de chiots, d'impossibles amitiés et de règles brisées. Et demain, il retournerait dans la forêt, à la recherche de cette famille extraordinaire qui venait de bouleverser sa compréhension du monde sauvage. Les jours s'étirèrent en semaines, et bientôt un mois complet s'était écoulé depuis la découverte de Thomas. Le garde forestier avait tenu parole, gardant pour lui le secret de la famille extraordinaire qu'il observait presque quotidiennement. Son carnet de notes s'était rempli d'observations minutieuses, ses cartes mémoire d'images saisissantes qui documentaient une histoire que la science considérerait comme impossible. Les chatons d'Ambre grandissaient rapidement, comme c'est le cas pour tous les félidés sauvages. Leur pelage s'était étoffé, leurs taches s'étaient précisées, et leurs mouvements devenaient chaque jour plus assurés, plus précis. Thomas les avait nommés dans ses notes, Ombre, le plus grand et le plus audacieux, et Brume, le plus petit et le plus réfléchi. Quant au chiot, il l'avait appelé Miracle, car sa simple existence au sein de cette famille constituait un phénomène inexplicable. Ce qui fascinait particulièrement Thomas, c'était d'observer comment Miracle s'adaptait à la vie sauvage.
Le chiot, dont la race semblait être un mélange de berger et de quelque chose d'indéfinissable, développait des comportements qui n'avaient rien à voir avec sa nature domestique. Il avait appris à se déplacer silencieusement, imitant la démarche feutrée des lynx. Il restait immobile pendant de longues périodes, observant, écoutant, humant l'air comme le faisaient ses frères adoptifs. Plus étonnant encore, il avait commencé à participer aux jeux de chasse des chatons, ces simulations essentielles à leur apprentissage de prédateurs. Bien sûr, certaines différences demeuraient insurmontables. Quand Ambre ramenait une proie, Miracle ne pouvait pas grimper aux arbres pour se mettre à l'abri d'éventuels charognards, attirés par l'odeur du sang. Sa voix, un aboiement qui aurait trahi leur présence, semblait avoir été délibérément étouffé. Thomas ne l'avait jamais entendu produire plus qu'un gémissement discret ou un grognement étouffé. Comme si le chiot avait compris que sa survie dépendait de son silence. Ce matin-là, Thomas arriva à son poste d'observation plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, et une brume légère flottait entre les arbres, donnant à la forêt une allure mystérieuse, presque féerique. Il s'installa confortablement, son appareil photo prêt, ses jumelles autour du cou, et son carnet ouvert sur ses genoux. Aujourd'hui, il espérait observer une séance de chasse. Ambre avait commencé à emmener ses petits lors de ses expéditions, une étape cruciale dans l'éducation des jeunes lynx. L'attente fut brève. À peine une demi-heure plus tard, la famille émergea de la tanière, Ambre en tête, suivie de près par Ombre et Brume, avec Miracle fermant la marche. Thomas nota immédiatement quelque chose de différent dans leur comportement. Habituellement, les déplacements se faisaient dans un silence absolu, mais aujourd'hui, Ambre s'arrêtait fréquemment, se retournant pour attendre que les plus jeunes la rattrapent. Elle semblait particulièrement attentive à Miracle, dont la démarche paraissait légèrement hésitante. Thomas ajusta ses jumelles, cherchant à comprendre ce qui clochait. Et c'est là qu'il le vit. Miracle boitait. Sa patte avant droite touchait à peine le sol, et son museau portait une entaille encore fraîche. Le chiot avait visiblement été blessé, peut-être lors d'une rencontre avec un autre animal, ou en tombant dans un terrain accidenté. Malgré sa blessure, il s'efforçait de suivre sa famille adoptive, refusant d'être laissé en arrière. Le cœur de Thomas se serra. Son instinct professionnel lui disait d'intervenir, de capturer le chiot pour le soigner. Après tout, Miracle était un animal domestique, pas une créature sauvage. Dans des circonstances normales, Thomas n'aurait pas hésité à le recueillir pour le remettre à un refuge. Mais ces circonstances étaient tout sauf normales. Miracle faisait partie d'une famille extraordinaire, qui avait défié toutes les attentes. Ambre mena sa progéniture vers une petite clairière que Thomas connaissait bien. C'était un lieu où les lapins venaient souvent brouter l'herbe tendre au petit matin, un terrain de chasse idéal pour de jeunes prédateurs en apprentissage. La lynx s'accroupit dans les hautes herbes, faisant signe à ses petits de l'imiter. Ombre et Brume s'exécutèrent immédiatement, leur instinct prenant le dessus. Miracle, malgré sa blessure, se coucha également, mais son inconfort était visible. Ce qui se produisit ensuite stupéfia Thomas. Ambre, après avoir observé son environnement pendant quelques minutes, se releva soudainement. Au lieu de se lancer dans l'approche furtive d'une proie potentielle, elle se dirigea vers un fourré dense situé à la périphérie de la clairière. Elle disparut un moment, puis revint, tenant dans sa gueule quelque chose que Thomas ne put immédiatement identifier. La lynx déposa son fardeau devant Miracle. C'était une plante, ses racines encore attachées à une motte de terre. Thomas plissa les yeux, essayant de reconnaître l'espèce. Il lui fallut quelques instants pour réaliser qu'il s'agissait d'Achille millefeuille, une plante connue pour ses propriétés cicatrisantes. Comme si elle comprenait parfaitement ce qui devait être fait, Ambre entreprit de mâcher les feuilles, les réduisant en une pâte qu'elle appliqua ensuite délicatement sur la patte blessée de Miracle. Thomas resta bouche bée devant cette scène.
Il avait entendu parler de l'automédication chez certains animaux, des chimpanzés consommant des plantes spécifiques pour traiter des parasites intestinaux, des éléphants mangeant certaines écorces pour faciliter l'accouchement. Mais jamais il n'avait observé un tel comportement chez un lynx, et jamais, au grand jamais, il n'avait vu un animal sauvage appliquer un remède à un membre d'une autre espèce. Pendant que Thomas digérait ce qu'il venait de voir, la séance de chasse fut abandonnée. Ambre s'allongea près de Miracle, lui léchant doucement la tête, un geste de réconfort que le garde forestier avait souvent observé entre la mère et ses chatons biologiques. Ombre et Brume s'approchèrent également, se blottissant contre leur frère adoptif comme pour lui offrir chaleur et protection. Ensemble, ils formaient un tableau de tendresse interspécifique que Thomas savait être d'une rareté extraordinaire. Profondément ému par ce qu'il venait d'observer, Thomas prit plusieurs clichés, sachant qu'ils constitueraient des documents d'une valeur inestimable. Puis il referma son carnet, rangea son matériel et s'éloigna silencieusement. Sa décision était prise. Il ne pouvait plus garder cette découverte pour lui seul. Ce qu'il observait dépassait le cadre d'une simple curiosité naturaliste. C'était un phénomène qui méritait d'être étudié, documenté, partagé avec la communauté scientifique. Mais comment procéder sans mettre en danger cette famille exceptionnelle? Thomas connaissait trop bien les réactions que pourrait susciter sa découverte. Certains voudraient capturer les animaux pour les étudier en captivité. D'autres, plus pragmatiques, suggéreraient que le chiot soit retiré et placé dans un foyer humain. Des touristes, des curieux, des photographes envahiraient la forêt, perturbant non seulement cette famille, mais tout l'écosystème environnant. De retour chez lui, Thomas passa la soirée à réfléchir. Il se rendit compte qu'il avait besoin de conseils, d'un avis extérieur mais fiable. Il pensa immédiatement à Claire Morel, une primatologue reconnue qu'il avait rencontrée lors d'un colloque sur la conservation des espèces. Claire avait consacré sa carrière à l'étude des comportements sociaux complexes chez les grands singes, documentant des cas d'adoption et de coopération interspécifique. Si quelqu'un pouvait comprendre l'importance de sa découverte tout en respectant la nécessité de protéger ces animaux, c'était bien elle. Thomas composa son numéro, se demandant comment expliquer une situation aussi extraordinaire, sans paraître complètement fou. Après quelques sonneries, une voix féminine énergique répondit « Claire Morel. »« Claire, c'est Thomas Lefebvre. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, nous nous sommes rencontrés au colloque de Lyon il y a 2 ans. » Thomas, bien sûr que je me souviens de toi. Le garde forestier passionné de lynx, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Thomas hésita un instant puis se lança. Claire, j'ai observé quelque chose d'extraordinaire dans ma forêt. Quelque chose que je n'arrive pas à expliquer et que je ne sais pas comment gérer. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis Claire répondit, son intérêt manifestement piqué. « Je t'écoute. » Pendant les 20 minutes qui suivirent, Thomas décrivit ce qu'il avait observé au cours du dernier mois. Il parla d'Ambre, des chatons, de Miracle, de leur cohabitation harmonieuse qui défiait toutes les théories établies sur le comportement animal. Il décrivit la scène à laquelle il avait assisté ce matin même, l'utilisation de plantes médicinales par Ambre pour soigner le chiot blessé. Il conclut en exprimant son dilemme. Comment partager cette découverte sans mettre en danger ces animaux exceptionnels? Le silence qui suivit fut si long que Thomas crut un instant que la communication avait été coupée. Puis Claire reprit la parole, sa voix empreinte d'une émotion qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « Thomas, ce que tu décris est extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai documenté des cas d'adoption interspécifiques chez les primates, mais jamais entre prédateurs et proies potentielles, et jamais dans la nature sauvage, sans intervention humaine préalable. »« Alors tu me crois ?» demanda Thomas, soulagé. « Je te crois, oui, mais je comprends aussi ton dilemme. Ce que tu as découvert pourrait révolutionner notre compréhension du comportement animal,
mais attirerait inévitablement une attention potentiellement néfaste. Que ferais-tu à ma place? Claire réfléchit un moment avant de répondre. Écoute, je suis à Paris cette semaine pour une conférence, mais je pourrais venir ce week-end. J'aimerais voir par moi-même ce que tu as observé. Ensuite, nous pourrons décider ensemble de la marche à suivre. Est-ce que ça te convient? Thomas accepta avec gratitude. L'idée de partager cette découverte avec quelqu'un qui pourrait vraiment en comprendre l'importance était un soulagement immense. Et pendant les 3 jours qui le séparèrent de l'arrivée de Claire, il continuerait à observer et documenter cette famille extraordinaire, espérant secrètement que la blessure de miracle guérirait grâce aux soins inattendus de sa mère adoptive. Claire Morel arriva le vendredi soir, au volant d'une petite voiture citadine qui paraissait incongrue sur le chemin forestier menant à la maison de Thomas. À 43 ans, Claire avait derrière elle une impressionnante carrière internationale. Ses recherches sur les bonobos en République démocratique du Congo et son travail sur les comportements altruistes chez les primates lui avaient valu une reconnaissance mondiale. Pourtant, rien dans son expérience ne l'avait préparée à ce que Thomas prétendait avoir découvert. Lorsqu'elle descendit de voiture, Thomas fut frappé par son apparence. Il l'avait rencontrée lors d'un colloque, vêtue d'un tailleur élégant, ses cheveux bruns soigneusement coiffés. La femme qui se tenait devant lui aujourd'hui portait des vêtements de randonnée usés, des bottes de terrain boueuses, et ses cheveux étaient simplement attachés en une queue de cheval pratique. C'était Claire dans son élément, la scientifique de terrain plutôt que la conférencière. « J'ai apporté tout mon équipement », annonça-t-elle en ouvrant le coffre de sa voiture. « Caméra thermique, appareil photo haute définition, enregistreurs audio. Je veux documenter correctement ce que nous allons voir. » Thomas sourit, appréciant son professionnalisme. « J'espère que nous verrons quelque chose. Les animaux sauvages ne respectent pas nos emplois du temps. » Claire hocha la tête, comprenant parfaitement les aléas du travail de terrain. « Combien de temps devrons-nous attendre, selon toi? » Difficile à dire. Mais j'ai observé certaines habitudes. La famille sort généralement au lever du jour pour une première séance de chasse, puis en fin d'après-midi. Entre les deux, ils se reposent dans la tanière ou à proximité. Ils passèrent la soirée à préparer leur expédition du lendemain, Thomas partageant ses observations, ses photographies et ses notes avec Claire. La scientifique écoutait attentivement, posant des questions précises, techniques, prenant des notes dans un petit carnet à la couverture usée. Parfois, elle s'arrêtait, fixant une photographie particulière avec une expression de pure incrédulité. « C'est vraiment extraordinaire », murmura-t-elle en examinant une image d'ambre, appliquant la patte d'Achillée sur la patte de miracle. « J'ai documenté des cas d'automédication chez les primates, mais jamais chez les félins, et certainement pas une médication interspécifique. » « As-tu une explication ?» demanda Thomas. Claire secoua la tête. Plusieurs hypothèses, mais aucune explication satisfaisante. Les lynx sont réputés pour être des prédateurs solitaires, territoriaux. Leur instinct devrait pousser Ambre à éliminer toute menace potentielle pour ses petits, pas à adopter un chiot. Elle hésita avant d'ajouter « Ce que tu as documenté pourrait remettre en question notre compréhension de la plasticité comportementale chez les prédateurs sauvages. » Ils se levèrent bien avant l'aube, avalant rapidement un café avant de s'équiper pour leur mission d'observation. Thomas guida Claire à travers la forêt encore plongée dans l'obscurité, leur lampe frontale éclairant juste assez le sentier pour éviter les obstacles. Ils marchèrent en silence pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que Thomas fasse signe à Claire de s'arrêter. « Nous y sommes presque », chuchota-t-il. « L'affût est à 200 mètres. À partir de maintenant, silence total. » Claire acquiesça, éteignant sa lampe comme Thomas venait de le faire. Ils progressèrent dans la pénombre, guidés uniquement par la faible lumière qui commençait à filtrer à travers la canopée. L'affût que Thomas avait aménagé était une simple plateforme surélevée entre 2 chênes massifs,
invisible depuis le sol et offrant une vue dégagée sur la petite clairière où la famille se rendait régulièrement. Ils s'installèrent confortablement, déployant leur équipement avec des gestes précis et silencieux. Claire vérifia ses caméras, ajustant les paramètres pour s'adapter à la lumière croissante. Thomas balaya les environs avec ses jumelles, cherchant le moindre signe de mouvement. Le soleil se leva lentement, embrasant la cime des arbres d'une lueur dorée. Les oiseaux commencèrent leur concert matinal, d'abord timidement, puis avec une intensité croissante. Une biche et son faon traversèrent furtivement la clairière, s'arrêtant brièvement pour brouter avant de disparaître dans les fourrés. Mais aucun signe de la famille qu'ils étaient venus observer. Les heures passèrent, le soleil montant toujours plus haut dans le ciel. Claire restait parfaitement immobile, sa patience forgée par des années d'observation des primates dans des conditions bien plus difficiles. Thomas, cependant, commençait à s'inquiéter. Jamais Ambre n'avait manqué sa sortie matinale, sauf « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il finalement. « Il devrait être sorti depuis longtemps. » Claire lui jeta un regard interrogateur. Peut-être ont-ils changé de territoire? C'est possible, mais peu probable. Les lynx femelles avec des petits maintiennent généralement un territoire stable. Il réfléchit un instant. Je pense que nous devrions vérifier la tanière. N'est-ce pas risqué? Demanda Claire, soudain inquiète. Si Ambre se sent menacée, c'est un risque, oui, mais mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. Nous resterons à distance, juste assez près pour observer sans perturber. Ils descendirent de l'affût et Thomas guida Claire à travers les sous-bois, empruntant un chemin détourné pour approcher la tanière sans être dans l'axe direct de son entrée. À mesure qu'ils approchaient, Thomas ralentissait, tous ses sens en alerte. Ils s'arrêtèrent finalement derrière un gros rocher couvert de mousse à environ 30 mètres de l'entrée de la tanière. Ce qu'ils virent leur glaça le sang. Devant la tanière, le sol était piétiné, comme si une lutte avait eu lieu. Des touffes de poils étaient dispersées sur le sol, certaines clairement identifiables comme appartenant à un lynx. Mais ce qui alarma vraiment Thomas, c'était la présence de traces de bottes. Des humains étaient venus ici récemment. « Braconnier », souffla-t-il, une colère froide montant en lui. Claire examinait attentivement les traces au sol. Plusieurs personnes, 3, peut-être 4, d'après les empreintes. Et regarde. Elle pointa du doigt une trace métallique sur l'écorce d'un arbre. On dirait qu'ils ont utilisé des cages ou des pièges. Thomas sentit son cœur se serrer. Les braconniers avaient toujours été un fléau dans la région, ciblant principalement les cerfs et les sangliers. Mais un lynx, espèce protégée et rare, valait une petite fortune sur le marché noir, tant pour sa fourrure que pour certaines parties de son corps utilisées dans la médecine traditionnelle asiatique. Un chiot domestique ayant vécu avec des lynx sauvages représenterait également une curiosité lucrative. « Nous devons les retrouver », dit-il, sa voix trahissant son émotion. S'ils ont capturé Ambre et les petits, Claire posa une main sur son bras. Thomas, nous devons être méthodiques. D'abord, vérifions s'ils sont tous partis. Peut-être que certains ont réussi à s'échapper. Avec précaution, ils s'approchèrent de l'entrée de la tanière. Thomas s'accroupit et éclaira l'intérieur avec sa lampe frontale. Vide. Aucun signe d'Ambre ou des petits. Il se releva, le visage sombre. « Ils les ont tous pris », conclut-il. « Pas nécessairement », répondit Claire, qui examinait attentivement le sol autour de la tanière. « Regarde ces traces. » Elle pointa du doigt des empreintes presque invisibles dans la terre humide. Ce sont des traces de lynx, mais trop petites pour être celles d'Ambre, et elles s'éloignent de la tanière vers l'ouest. Thomas s'accroupit pour mieux voir. Claire avait raison. De minuscules empreintes, presque indétectables pour un œil non exercé, formaient une piste s'éloignant de la zone perturbée. « Ombre ou brume », murmura-t-il, l'un d'eux a réussi à s'échapper. « Et regarde », poursuivit Claire, suivant la piste des yeux. « Ces marques ici, ce ne sont pas des empreintes de lynx, on dirait
Miracle, compléta Thomas. Ces traces appartiennent à Miracle. Ils ont échappé aux braconniers, tous les deux. Une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Thomas. Si deux des petits avaient échappé à la capture, il y avait une chance qu'Ambre ait également réussi à s'enfuir. Peut-être avait-elle été séparée de ses petits dans la confusion. Nous devons suivre ces traces, décida-t-il. Mais d'abord, je dois prévenir les autorités au sujet des braconniers. Claire acquiesça. Je vais commencer à suivre la piste pendant que tu passes ton appel. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Tandis que Thomas sortait son téléphone pour contacter ses collègues de l'Office français de la biodiversité, Claire commença à suivre minutieusement les traces laissées par les deux fugitifs. Son esprit scientifique notait chaque détail, la direction cohérente des empreintes indiquant une fuite délibérée plutôt que paniquée, la proximité des traces suggérant que les deux animaux se déplaçaient ensemble, le léger déséquilibre dans les empreintes du chiot indiquant que sa blessure à la patte n'était pas complètement guérie. Thomas la rejoignit quelques minutes plus tard. Une équipe est en route. Ils vont sécuriser la zone et relever tous les indices possibles sur ces braconniers. En attendant, nous devons retrouver les petits. Ensemble, ils suivirent la piste, progressant lentement pour ne manquer aucun indice. La forêt semblait plus silencieuse maintenant, comme si elle-même pleurait la perturbation de son équilibre fragile. Thomas et Claire avançaient côte à côte, unis dans leur détermination de sauver ce qui pouvait l'être de cette famille extraordinaire qui avait déjà tant souffert. La piste laissée par le chaton et le chiot s'enfonçait dans une partie de la forêt que Thomas connaissait moins bien. Le terrain devenait plus accidenté, parsemé de rochers et de ravins peu profonds, un paysage idéal pour un lynx cherchant à se cacher, mais beaucoup plus difficile à traverser pour des humains. Claire et Thomas avançaient avec une lenteur méthodique, attentifs au moindre indice. « Ces petits sont intelligents », remarqua Claire en examinant des marques sur un tronc d'arbre. « Ils ont choisi le chemin le plus difficile à suivre pour des humains. Ce n'est pas un hasard. » Thomas acquiesça. Ambre a bien éduqué ses petits, et visiblement, Miracle a appris les mêmes leçons. Alors qu'ils progressaient, les traces devenaient plus difficiles à distinguer. Sur le sol rocailleux, les empreintes étaient moins visibles, et plusieurs fois, ils crurent avoir perdu la piste avant de la retrouver un peu plus loin. Claire, habituée à traquer des primates dans des forêts bien plus denses, s'appuyait sur d'autres indices. Une brindille cassée à hauteur de chiot, quelques poils accrochés à un buisson épineux, de légères égratignures sur la mousse d'un rocher. « Il se dirige vers le nord », constata-t-elle après 2 heures de traque. « Vers la rivière peut-être ?»« C'est possible », répondit Thomas. « La rivière représente une barrière naturelle, mais aussi une source d'eau et de nourriture. C'est un choix logique. » La rivière en question, un affluent de la Durance, n'était pas très large mais suffisamment profonde et rapide pour constituer un obstacle sérieux. Ces berges, souvent escarpées, offraient également de nombreuses cachettes potentielles dans les anfractuosités de la roche. Le soleil atteignait son zénith quand ils entendirent le murmure de l'eau. Ils approchèrent de la rivière. Thomas reçut un appel de ses collègues. L'équipe de l'Office français de la biodiversité avait sécurisé la zone de la tanière et relevé de nombreux indices, dont des empreintes de pneus et des mégots de cigarettes qui pourraient permettre d'identifier les braconniers. Ils avaient également confirmé la présence d'une cage et de traces de sang, mais en quantité minime, suggérant que les animaux avaient été capturés vivants. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, expliqua Thomas à Claire après avoir raccroché. Bonne parce qu'Ambre est probablement encore en vie. Mauvaise parce que les braconniers la gardent vivante pour la vendre au plus offrant. Claire hocha la tête, son visage trahissant son inquiétude. Nous devons retrouver ces petits avant que les braconniers ne réalisent que leur collection est incomplète. Ils reprirent leur progression, suivant la berge de la rivière.
Les traces semblaient plus fraîches ici, indiquant que les fugitifs avaient ralenti leur course. Peut-être étaient-ils épuisés, peut-être cherchaient-ils un endroit sûr pour se reposer. « Thomas, regarde !» murmura soudain Claire, s'accroupissant derrière un gros rocher. À une vingtaine de mètres devant eux, sur une petite plage de galets, se trouvait le chaton. Thomas reconnut immédiatement Brume à sa taille, légèrement plus petite, et à la tache distinctive près de son oreille droite. Le jeune lynx était penché au bord de l'eau, visiblement en train de boire. Mais de miracle, nulle trace. « Où est le chiot ?» chuchota Thomas. Comme en réponse à sa question, un mouvement attira son regard plus loin sur la berge. Miracle émergea d'un fourré, tenant maladroitement quelque chose dans sa gueule. En plissant les yeux, Thomas réalisa qu'il s'agissait d'un petit poisson. Le chiot s'avança vers Brume et déposa sa prise devant lui. Claire et Thomas échangèrent un regard stupéfait. Le chiot avait pêché pour nourrir son frère adoptif. Un comportement totalement étranger à sa nature de canidé domestique, et pourtant parfaitement exécuté. « C'est incroyable », murmura Claire, filmant discrètement la scène. Il a dû apprendre ce comportement en observant Ambre. La plasticité comportementale dont il fait preuve est exceptionnelle. Ils observèrent en silence alors que Brume dévorait le poisson et que Miracle retournait à l'eau, visiblement à la recherche d'une autre prise. Sa technique était rudimentaire mais efficace. Il attendait immobile au bord de l'eau peu profonde, puis plongeait brusquement ses mâchoires lorsqu'un poisson passait à sa portée. « Nous devrions les approcher maintenant », suggéra Thomas. « Ils sont épuisés et probablement affamés malgré cette pêche improvisée. Nous pourrions les capturer et les mettre en sécurité. » Claire réfléchit un instant. « Je comprends ton inquiétude, mais je me demande si c'est la meilleure solution. Ces petits ont un lien extraordinaire et ils ont démontré une capacité de survie remarquable. Les séparer pourrait causer un traumatisme supplémentaire. Que proposes-tu alors ? Suivons-les à distance, assurons-nous qu'ils sont en sécurité, mais n'intervenons que si c'est absolument nécessaire. Pendant ce temps, concentrons nos efforts sur la localisation des braconniers et la libération d'Ambre. Ces petits auront besoin de leur mère. » Thomas n'était pas entièrement convaincu, mais il reconnaissait la logique de Claire. En tant que primatologue, elle avait l'habitude d'observer sans interférer, laissant les dynamiques naturelles se développer. Et il devait admettre que ce qu'ils venaient de voir, un chiot domestique pêchant pour nourrir un lynx, défiait toutes les attentes. Leur décision fut prise pour eux, quand un craquement de branches sous leurs pieds alerta les jeunes animaux. Brume se figea, ses oreilles pivotant dans leur direction, tandis que Miracle abandonnait immédiatement sa pêche pour se placer protectivement devant son frère adoptif. Le chiot émit un grognement sourd, sa posture indiquant clairement qu'il était prêt à défendre le chaton malgré sa taille inférieure et sa blessure encore visible. « Ne bouge pas », murmura Claire. « Laisse-les nous identifier. » Lentement, Thomas et Claire se redressèrent, restant parfaitement immobiles, permettant aux jeunes animaux de les voir et de les sentir. Le vent, heureusement, soufflait dans la bonne direction, portant leur odeur vers les fugitifs. Miracle fut le premier à réagir. Son grognement s'interrompit, remplacé par une attitude d'hésitation. Thomas était certain que le chiot reconnaissait son odeur, l'associant aux nombreuses heures où il l'avait observé sans jamais interférer. Brume, cependant, restait méfiant, son corps tendu, prêt à fuir. « Il faut leur montrer que nous ne sommes pas une menace », dit doucement Thomas. Avec des gestes infiniment lents, il s'accroupit et sortit de sa poche le sandwich qu'il avait préparé pour leur expédition. Il en détacha un morceau de jambon et le plaça sur le sol devant lui, puis recula de quelques pas. L'odeur de la nourriture atteignit les jeunes animaux, éveillant visiblement leur intérêt. Miracle fit un pas hésitant vers l'avant, s'arrêta, puis regarda Brume comme pour demander conseil. Le chaton restait immobile, indécis.
Ils sont partagés entre leur faim et leur méfiance, observa Claire. C'est fascinant de voir comment ils communiquent et prennent des décisions ensemble. Finalement, ce fut Miracle qui prit l'initiative. Avec une prudence extrême, il s'avança vers le morceau de jambon, s'arrêtant fréquemment pour vérifier que Thomas et Claire ne bougeaient pas. Arrivé près de la nourriture, il la renifla longuement, puis la saisit dans sa gueule. Mais au lieu de la manger immédiatement, comme l'aurait fait n'importe quel chiot affamé, il retourna auprès de Brume et déposa le jambon devant lui. Claire retint son souffle. Il partage la nourriture, exactement comme il l'a fait avec le poisson. Le chaton hésita un instant, puis commença à manger le jambon tandis que Miracle montait la garde. Ce comportement d'abnégation et de protection était stupéfiant à observer, d'autant plus qu'il venait d'un jeune animal qui, selon toute logique, aurait dû être dominé par ses propres besoins. Thomas sortit un autre morceau de jambon et le plaça plus près de lui. Cette fois, Miracle s'approcha avec un peu plus d'assurance. Quand il eut saisi la nourriture, Thomas parla doucement. « C'est bien, Miracle, tu es un brave chiot. » À la surprise de Claire et Thomas, Miracle s'arrêta, ses oreilles se dressant à l'écoute de la voix humaine. Il ne s'enfuit pas. Au contraire, il semblait écouter, reconnaître peut-être que cette voix ne représentait pas une menace. « Je crois qu'il comprend que nous sommes là pour aider », murmura Claire, émerveillée par cette réaction. Pendant les minutes qui suivirent, Thomas et Claire restèrent parfaitement immobiles, permettant à Miracle et Brume de s'habituer à leur présence. Avec une patience infinie, ils répétèrent le processus, déposer un petit morceau de nourriture, reculer, attendre. Progressivement, la distance entre eux et les jeunes animaux diminuait. Miracle fut le premier à franchir véritablement le pas. Après avoir accepté plusieurs morceaux de nourriture, le chiot s'approcha suffisamment pour renifler la main tendue de Thomas. Sa queue, habituellement immobile pour imiter le comportement des lynx, s'agita légèrement, trahissant sa nature canine. « C'est fascinant », murmura Claire, filmant discrètement l'interaction. Il navigue entre deux identités. Le chiot domestique qui reconnaît les humains comme des figures potentiellement bienveillantes et l'animal sauvage qui a appris la méfiance au contact des lynx. Brume, quant à lui, restait à distance, observant l'interaction avec une méfiance persistante. Ses grands yeux dorés ne quittaient pas Thomas et Claire, évaluant chacun de leurs mouvements. Lorsque Miracle retournait vers lui avec de la nourriture, le chaton l'acceptait, mais refusait de s'approcher des humains. « Il fait confiance à Miracle, pas à nous », observa Thomas. « C'est logique. Pour lui, nous sommes associés à la disparition de sa mère et de son frère. » Claire hocha la tête. « Mais il tolère notre présence. C'est déjà un début. » Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Thomas reçut un nouvel appel de ses collègues. Il s'éloigna pour répondre, laissant Claire continuer à observer les jeunes animaux. Quand il revint, son expression était grave mais déterminée. « Ils ont des pistes sérieuses », annonça-t-il à voix basse. Les braconniers ont été aperçus à une trentaine de kilomètres d'ici, près du hameau des Granges. Un habitant a signalé une camionnette suspecte avec une cage bâchée à l'arrière, stationnée dans une grange abandonnée. « Ambre pourrait être là-bas », murmura Claire, son regard toujours fixé sur Miracle et Brume qui s'étaient allongés côte à côte sur un rocher plat, visiblement épuisés par leur journée éprouvante. « C'est probable. Mes collègues organisent une intervention pour ce soir. Ils veulent que je les rejoigne pour identifier formellement Ambre si elle est là. » Claire détourna enfin son regard des animaux pour fixer Thomas. « Et ces deux-là, nous ne pouvons pas les abandonner ici. La nuit va tomber et ils sont trop jeunes pour se défendre contre les prédateurs nocturnes. » Thomas réfléchit un instant. L'idéal aurait été de capturer Miracle et Brume pour les mettre en sécurité,
Mais le jeune lynx refusait toujours de s'approcher suffisamment. Et utiliser un piège ou un filet risquait de briser la fragile confiance qu'ils avaient établie avec Miracle. « J'ai une idée, dit-il finalement. À 2 kilomètres d'ici, j'ai une cabane d'observation que j'utilise parfois pour les comptages hivernaux. Elle est petite mais solide, avec une seule entrée facile à surveiller. Si nous pouvons les attirer jusque-là, ils y seraient en sécurité pour la nuit. »« Comment comptes-tu les convaincre de nous suivre ?» demanda Claire, sceptique. Thomas sourit légèrement. « Avec la chose la plus simple au monde, leur estomac. Ces petits sont affamés, et la confiance que Miracle nous accorde maintenant pourrait suffire à convaincre Brume. » Le plan était simple en théorie, mais sa mise en œuvre exigeait une patience et une finesse considérables. Ils commencèrent par établir une piste de nourriture, déposant de petits morceaux à intervalles réguliers le long du chemin menant à la cabane. Thomas ouvrait la marche, s'arrêtant fréquemment pour s'assurer que les animaux les suivaient, tandis que Claire fermait la marche, maintenant une distance respectueuse mais veillant à ce que les jeunes ne s'égarent pas. Miracle comprit rapidement le principe, suivant la piste de nourriture avec un enthousiasme croissant. Brume, toujours méfiant mais affamé, le suivait à contre-cœur, s'arrêtant souvent pour scruter les alentours, ses sens en alerte. Plusieurs fois, le chaton sembla sur le point de fuir, mais chaque fois, Miracle revenait vers lui, l'encourageant d'une façon que ni Thomas ni Claire ne pouvaient pleinement comprendre, mais qui semblait parfaitement claire pour les deux jeunes animaux. « Leur communication est extraordinaire », murmura Claire alors qu'ils approchaient de la cabane, le crépuscule enveloppant déjà la forêt d'ombre violacée. Il n'y a pas de précédent documenté d'une telle interaction entre un félin sauvage et un canidé domestique. La nature trouve toujours un moyen de nous surprendre, répondit Thomas, son attention fixée sur Miracle qui venait de s'arrêter, soudain méfiant face à la structure en bois qui se dressait devant eux. La cabane était simple, une construction carrée de 3 mètres sur 3, avec des murs en rondins et un toit incliné couvert de bardeaux. Une unique fenêtre étroite sur chaque face permettait d'observer les alentours sans être vu. Et la porte, solide mais basse, était actuellement grande ouverte. « Je vais entrer en premier et déposer la nourriture qui nous reste tout au fond, » chuchota Thomas. « Reste ici et assure-toi qu'il ne s'enfuit pas. » Claire acquiesça, s'accroupissant pour paraître moins intimidante aux yeux des jeunes animaux. Elle continua à filmer discrètement, captant chaque interaction entre Miracle et Brume, chaque regard échangé, chaque mouvement synchronisé qui témoignait de leur lien extraordinaire. Thomas ressortit quelques minutes plus tard, satisfait de son installation. J'ai mis la nourriture au fond et préparé un coin confortable avec des couvertures. Maintenant, nous devons les encourager à entrer puis fermer la porte derrière eux sans les effrayer. La première partie du plan fonctionna étonnamment bien. Miracle, attiré par l'odeur de la nourriture, s'approcha prudemment de l'entrée de la cabane. Il hésita sur le seuil, renifla longuement, puis, poussé par la faim, franchit finalement la porte. Brume le suivit jusqu'à l'entrée, mais refusa d'aller plus loin, visiblement perturbé par cet espace clos qui ressemblait trop à un piège. Thomas et Claire échangèrent un regard préoccupé. Ils ne pouvaient pas se permettre de séparer les deux animaux, pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, mais le temps pressait. La nuit tombait rapidement et Thomas devait rejoindre l'équipe qui allait intervenir contre les braconniers. C'est alors que Miracle refit son apparition dans l'encadrement de la porte. Dans sa gueule, il tenait un morceau de la nourriture que Thomas avait déposé à l'intérieur. Avec une délicatesse surprenante, il le plaça devant Brume, puis retourna à l'intérieur comme pour lui montrer que l'endroit était sûr. Ce manège se répéta plusieurs fois, Miracle sortant chercher Brume, puis retournant à l'intérieur, traçant littéralement un chemin de confiance entre l'extérieur menaçant et l'abri potentiel. « C'est incroyable, » souffla Claire. Il essaie activement de le convaincre. Ce niveau de comportement altruiste et de résolution de problèmes chez un chiot aussi jeune.
Finalement, après ce qui sembla une éternité, Brume céda. Avec une prudence extrême, il suivit Miracle à l'intérieur de la cabane. Thomas attendit que les deux animaux soient bien engagés, puis s'approcha silencieusement pour fermer partiellement la porte, laissant juste assez d'espace pour que les jeunes ne se sentent pas piégés, mais suffisamment fermés pour dissuader les prédateurs nocturnes. « Ils seront en sécurité ici pour la nuit, » dit-il en rejoignant Claire. « J'ai laissé de l'eau et suffisamment de nourriture. La porte ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur sans la clé et l'intérieur est confortable. » Claire semblait partagée. « Je pourrais rester ici pour les surveiller pendant que tu rejoins l'équipe d'intervention. » Thomas secoua la tête. « J'ai besoin de toi là-bas, Claire. Tu es une scientifique respectée. Ton témoignage aura du poids si nous trouvons Ambre. Et je veux que tu vois par toi-même ce lien extraordinaire entre la mère et ses petits. » Après un dernier regard vers la cabane où Miracle et Brume avaient trouvé refuge, ils reprirent le chemin vers la route où le véhicule de Thomas était garé. La nuit était maintenant complètement tombée et le ciel s'était couvert, promettant de la pluie. Tandis qu'ils marchaient, Claire continuait à analyser ce qu'elle avait observé. Le comportement de Miracle défie toutes nos théories sur le développement cognitif et social des canidés, dit-elle, son excitation scientifique évidente malgré les circonstances dramatiques. Il montre une capacité d'empathie interspécifique que nous pensions réservée aux grands singes et à certains cétacés. Et la façon dont Brume lui fait confiance, acceptant sa guidance, c'est comme s'ils avaient développé leur propre langage. Thomas écoutait attentivement, mais son esprit était déjà tourné vers la mission à venir. Si les informations étaient correctes, ils avaient une chance de sauver Ambre ce soir même. Et avec elle, peut-être également Ombre, le second chaton qui n'avait pas réussi à s'échapper lors de la capture. Arrivés à la voiture, ils chargèrent rapidement leur équipement et prirent la route vers le point de rendez-vous avec l'équipe d'intervention. Le hameau des Granges était situé à environ 40 minutes de route, dans une vallée isolée où les anciennes fermes abandonnées offraient des cachettes idéales pour des activités illicites. « À quoi devons-nous nous attendre ?» demanda Claire alors qu'ils quittaient les routes forestières pour rejoindre une départementale plus large. « D'après ce que mes collègues m'ont dit, nous serons une dizaine, 4 agents de l'Office français de la biodiversité, 3 gendarmes, un vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, toi et moi, répondit Thomas, les yeux fixés sur la route sinueuse. L'objectif est d'intervenir discrètement, de sécuriser les animaux capturés et d'appréhender les braconniers sans violence si possible. Claire hocha la tête, son visage reflétant la gravité de la situation. Ces hommes sont dangereux ? Tous les braconniers le sont potentiellement. Ils risquent plusieurs années de prison et des amendes considérables pour avoir capturé une espèce protégée. Certains préfèrent prendre des risques plutôt que de se rendre. Le point de rendez-vous était une petite aire de stationnement forestier, dissimulée des routes principales. Lorsque Thomas et Claire arrivèrent, plusieurs véhicules y étaient déjà garés. 2 SUV banalisés de l'Office français de la biodiversité, une camionnette de la gendarmerie et un véhicule tout-terrain équipé pour le transport d'animaux sauvages. Une dizaine de personnes, formant un cercle serré autour d'une carte étalée sur le capot d'un véhicule, se tournèrent à leur arrivée. Thomas reconnut immédiatement Marc Dupont, le directeur régional de l'OFB, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, mais dont l'engagement pour la protection de la faune sauvage était légendaire. Thomas, enfin, salua Marc en lui serrant fermement la main. « Et vous devez être le docteur Morel. Merci d'être venu. » Claire acquiesça, serrant à son tour la main de Marc. « La situation est extraordinaire. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Marc les conduisit vers la carte. « Voici la situation. D'après nos informations, les braconniers sont au nombre de 3, peut-être 4. Ils utilisent une ancienne ferme, abandonnée,
à environ 2 kilomètres d'ici. Il pointa un bâtiment sur la carte. La propriété est isolée, entourée de champs en friche, ce qui nous pose un problème d'approche discrète. Thomas étudia attentivement la carte. Qu'en est-il des animaux? A-t-on une confirmation visuelle? Un homme en tenue de camouflage, que Thomas identifia comme un agent spécialisé dans la lutte anti-braconnage, prit la parole. Un de nos drones a survolé la zone il y a 1 heure. Nous avons repéré une camionnette blanche avec une cage à l'arrière, correspondant à la description donnée par le témoin. À l'intérieur du bâtiment principal, nos capteurs thermiques ont détecté plusieurs signatures distinctes, 3 ou 4 humaines, et au moins 2 plus petites, probablement animales. 2, répéta Thomas, son cœur se serrant. Ambre et ombre sans doute. Claire intervint. Ces hommes, que savons-nous d'eux? Marc soupira. Nous pensons avoir affaire au réseau Kovač. Zlatko Kovač est un trafiquant connu, spécialisé dans les espèces rares destinées à des collectionneurs privés ou à la médecine traditionnelle asiatique. Il opère habituellement en Europe de l'Est, mais nous avons des informations suggérant qu'il a étendu ses activités en France ces dernières années. Sont-ils armés? Demanda Thomas, soudain inquiet pour la sécurité de tous. Probablement, répondit Marc sans détour. C'est pourquoi la gendarmerie nous accompagne. Mais notre priorité reste la récupération des animaux sans risquer leur vie. Le vétérinaire de l'équipe, une femme d'une 40aine d'années au regard déterminé, s'avança. J'ai préparé des tranquillisants adaptés au lynx, ainsi que du matériel de premiers soins. D'après ce que Thomas m'a expliqué, la femelle a mis bas récemment et pourrait être stressée ou affaiblie. La planification continua pendant encore une 20aine de minutes, chaque aspect de l'intervention étant méticuleusement discuté. L'approche se ferait par 3 points différents, profitant de l'obscurité et du terrain. L'objectif était de neutraliser les braconniers sans violence si possible, tout en sécurisant immédiatement les animaux captifs. Thomas et Claire furent intégrés à l'équipe principale, celle qui entrerait par l'arrière du bâtiment, où les signatures thermiques animales avaient été détectées. Leur rôle serait d'identifier formellement Ambre et de l'apaiser si nécessaire, tandis que le vétérinaire évaluerait son état de santé. Alors qu'ils se préparaient à partir, vérifiant une dernière fois leur équipement, Thomas sentit une main se poser sur son épaule. C'était Marc. « Thomas, je dois te demander quelque chose, » dit-il à voix basse. « Cette histoire d'un lynx adoptant un chiot, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas juste une rumeur ou une observation mal interprétée. » Thomas sortit son téléphone et montra à Marc quelques-unes des photos qu'il avait prises. Le visage du directeur régional passa de l'incrédulité à l'émerveillement. « C'est extraordinaire, » murmura-t-il. « Et tu dis que 2 des petits sont actuellement dans ta cabane d'observation? » « Oui, le chiot et un des chatons. Ils sont en sécurité pour l'instant, mais ils auront besoin de leur mère. Cette famille a déjà défié toutes nos attentes en matière de comportement animal. Je crois qu'ils méritent une chance de rester ensemble. » Marc resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Nous verrons ce que la situation nous permet de faire, mais je te promets que nous ferons tout notre possible pour préserver ce lien unique. » L'opération commença à minuit précis. Sous un ciel sans lune, les équipes progressèrent silencieusement vers la ferme abandonnée, leurs mouvements coordonnés par radio. Thomas, Claire et le vétérinaire, accompagnés de 2 agents armés, se dirigèrent vers l'arrière du bâtiment principal, une ancienne étable dont le toit partiellement effondré créait un contraste inquiétant dans la nuit. À mesure qu'ils approchaient, une odeur âcre de tabac froid et d'humidité les enveloppa, mêlée à celle, plus sauvage, d'animaux en captivité. Thomas sentit son pouce accélérer. Ambre était là, il pouvait presque le sentir. « En position », murmura l'agent qui les guidait dans son micro. Des confirmations similaires résonnèrent dans leurs oreillettes. Puis, après un décompte tendu, « Go,
Go, go !» Tout se passa très vite. La porte arrière de l'étable céda sous la pression d'un bélier portable. Des cris retentirent à l'avant du bâtiment, suivis du bruit caractéristique de grenades assourdissantes. Thomas et Claire restèrent en retrait comme convenu, attendant le signal pour entrer. « Bâtiment sécurisé, 2 suspects neutralisés, un 3e en fuite vers l'ouest. » La radio crépitait d'informations. « Entrée autorisée pour l'équipe vétérinaire. » Cette fois, c'était leur signal. Ils pénétrèrent dans l'étable, leurs lampes frontales balayant l'obscurité. L'intérieur était spartiate. Quelques chaises, une table couverte de bouteilles vides, et contre le mur du fond, plusieurs cages de différentes tailles. Le cœur de Thomas manqua un battement lorsque sa lumière illumina la plus grande des cages. À l'intérieur, recroquevillé dans un coin, se trouvait Ambre. Son magnifique pelage était terne, souillé par la captivité, mais ses yeux brillaient toujours de cette intelligence farouche qu'il connaissait si bien. À côté d'elle, pressé contre son flanc comme pour chercher protection, se trouvait Ombre, le plus grand des chatons. « C'est bien eux », confirma Thomas, sa voix trahissant son émotion. Ambre et son petit, Ombre. Le vétérinaire s'approcha prudemment, évaluant l'état des animaux sans les toucher. Ils semblent stressés mais pas blessés physiquement. La femelle est déshydratée, mais rien de grave. Claire observait la scène avec une fascination professionnelle mêlée d'émotion. Regardez comme elle protège son petit. Et pourtant, elle ne montre pas d'agressivité excessive envers nous. C'est comme si elle comprenait que nous sommes là pour aider. Thomas s'accroupit devant la cage, se plaçant au niveau des yeux d'Ambre. « Nous allons te sortir de là, ma belle. Toi et ton petit, vous allez retrouver votre famille. » Comme si elle comprenait ses paroles, Ambre fixa Thomas de son regard ambré, puis inclina légèrement la tête. Ce geste, presque imperceptible, ressemblait étrangement à un acquiescement. Le vétérinaire prépara une légère sédation, juste assez pour calmer les animaux pendant leur transport. Il vaut mieux les déplacer maintenant. Plus ils resteront dans cet environnement stressant, plus leur récupération sera difficile. Alors qu'il s'apprêtait à procéder, un agent fit irruption dans l'étable, essoufflé. Le 3e suspect a été appréhendé, mais nous avons un problème. Il y a d'autres animaux dans la grange adjacente, beaucoup d'autres. Marc, qui venait d'entrer à son tour, fronça les sourcils. Quel type d'animaux? De tout. Des oiseaux exotiques, des reptiles, même un petit singe. C'est un véritable centre de transit pour trafic d'espèces protégées. Le directeur régional soupira profondément. Nous allons avoir besoin de renforts et de plus de véhicules adaptés. Thomas, Claire, vous pouvez vous occuper d'Ambre et de son petit, les emmener directement à votre cabane pour retrouver les autres? Thomas acquiesça, reconnaissant. Bien sûr, plus vite nous les sortirons d'ici, mieux ce sera. Avec l'aide du vétérinaire, ils parvinrent à transférer Ambre et Ombre, légèrement sédatées, dans une cage de transport spéciale. La lynx, bien que groggy, restait attentive, ses yeux ne quittant jamais son petit. « Je trouve remarquable qu'elle reste si calme », observa Claire, alors qu'il chargeait précautionneusement la cage dans le véhicule tout-terrain. Un lynx sauvage, dans ces circonstances, devrait être en panique totale. Thomas sourit légèrement. Ambre n'est pas un lynx ordinaire. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait transcender les comportements instinctifs de son espèce. Le trajet de retour vers la cabane d'observation se fit dans un silence relatif, chacun plongé dans ses propres réflexions. Thomas conduisait prudemment sur les chemins forestiers, conscient de son précieux chargement. Claire, assise à l'arrière près de la cage, observait Ambre qui commençait à émerger de sa légère sédation. « Comment crois-tu qu'elle va réagir en retrouvant Brume et Miracle ?» demanda-t-elle doucement. Thomas réfléchit un instant. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. La science nous dirait qu'après un traumatisme comme celui-ci, elle pourrait rejeter le chiot, le percevoir comme une menace,
Mais Ambre a déjà prouvé que la science ne peut pas toujours prédire le comportement animal. La plasticité comportementale, murmura Claire, presque pour elle-même. La capacité d'adapter ses comportements bien au-delà des schémas instinctifs de l'espèce. C'est ce qui rend cette famille si extraordinaire. Alors qu'ils approchèrent de la cabane, Thomas ralentit, éteignant les phares pour ne pas effrayer les jeunes animaux qui s'y trouvaient. L'aube n'était pas loin, le ciel à l'est commençant déjà à s'éclaircir. Dans quelques minutes, ils tenteraient de réunir cette famille improbable, espérant que les liens qui s'étaient formés entre eux seraient suffisamment forts pour survivre à cette épreuve. L'aube dessinait déjà ses premières lueurs roses et orangées à l'horizon lorsque Thomas gara le véhicule à une centaine de mètres de la cabane. Ambre était maintenant complètement réveillée, son regard vif scrutant l'environnement familier à travers les barreaux de la cage de transport. Ombre, blotti contre elle, semblait plus nerveux, émettant occasionnellement de petits miaulements inquiets que sa mère apaisait d'un léger coup de langue. « Comment veux-tu procéder ?» demanda Claire en observant les deux lynx. « Nous ne pouvons pas simplement ouvrir la cage à l'extérieur. Ambre pourrait s'enfuir avec Ombre, abandonnant les autres. » Thomas réfléchit un instant. « Nous allons les transporter jusqu'à la cabane. Une fois à l'intérieur, nous pourrons ouvrir la cage et nous retirer rapidement. La porte de la cabane servira de barrière temporaire le temps que la famille se retrouve. » Avec d'infinies précautions, ils sortirent la cage du véhicule. Ambre se raidit, tous ses muscles tendus, mais ne montra aucun signe d'agressivité. Thomas fut frappé une fois de plus par l'intelligence qui brillait dans ses yeux dorés. Cette lynx n'était pas simplement réactive à son environnement, elle semblait analyser, comprendre, anticiper. « Elle sait, murmura-t-il. D'une façon ou d'une autre, elle sait que nous la ramenons vers ses petits. » Claire, scientifique jusqu'au bout des ongles, aurait normalement rejeté une telle interprétation comme de l'anthropomorphisme, mais après tout ce qu'elle avait observé ces derniers jours, elle n'en était plus si sûre. « C'est possible, admit-elle. Ces niveaux de stress sont remarquablement bas pour un prédateur sauvage manipulé par des humains. » Ils s'approchèrent lentement de la cabane, attentifs aux bruits provenant de l'intérieur. Aucun son ne filtrait à travers les murs de rondins. Brume et Miracle dormaient probablement, épuisés par leur journée éprouvante. Thomas déposa doucement la cage et s'avança pour ouvrir la porte de la cabane. À sa grande surprise, celle-ci était déjà entr'ouverte. Son cœur s'accéléra. Avait-il mal fermé en partant? Ou bien... Les petits ont peut-être trouvé un moyen de sortir, chuchota Claire, partageant visiblement son inquiétude. Thomas poussa délicatement la porte, éclairant l'intérieur avec sa lampe frontale réglée sur sa luminosité minimale. Ce qu'il vit le figea sur place. Brume et Miracle étaient bien là, profondément endormis dans un coin de la cabane, formant une boule de fourrure indistincte, tant ils étaient blottis l'un contre l'autre. Mais ils n'étaient pas seuls. À côté d'eux, les fixant de ses yeux jaunes perçants, se tenait un renard roux adulte. « Ne bouge pas », murmura Thomas à Claire qui s'était immobilisée derrière lui. « Il y a un renard à l'intérieur. » Le renard ne semblait pas agressif. Au contraire, il était couché près des jeunes, comme s'il montait la garde. Lorsque la lumière l'éclaira, il se leva lentement, sans panique, ses oreilles dressées en signe d'attention mais non de peur. « C'est incroyable », souffla Claire. « On dirait qu'il les protège. » À cet instant, Ambre émit un son étrange depuis sa cage, un miaulement doux mais insistant qui ne ressemblait en rien aux vocalisations habituelles des lynx. Le renard tourna immédiatement la tête vers la source du bruit, ses oreilles pivotant. Puis, à la stupéfaction des deux humains, il s'approcha de la porte, passa tranquillement devant eux et vint renifler la cage. Ambre et le renard se fixèrent un long moment, échangeant des regards dont la signification échappait totalement aux observateurs humains.
Puis le renard fit demi-tour et retourna dans la cabane, comme pour annoncer aux jeunes endormis l'arrivée de leur mère. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura Claire, son esprit scientifique luttant pour intégrer cette nouvelle observation qui défiait encore plus ses connaissances en éthologie. Les renards et les lynx sont normalement des compétiteurs, voire des ennemis territoriaux. Thomas secoua la tête aussi stupéfait qu'elle. Cette histoire ne cesse de nous surprendre. Entrons la cage et voyons ce qui se passe. Avec précaution, ils transportèrent la cage à l'intérieur de la cabane. Le bruit réveilla Miracle et Brume qui se redressèrent immédiatement aux aguets. Lorsqu'ils aperçurent la cage contenant Ambre et Ombre, leur réaction fut instantanée et identique, une excitation manifeste, exprimée par de petits cris et des mouvements frénétiques. Thomas et Claire déposèrent la cage au centre de la cabane, puis reculèrent vers la porte, prêts à sortir rapidement une fois la cage ouverte. Le renard, quant à lui, s'était placé dans un coin, observant la scène avec ce qui ressemblait étrangement à de la bienveillance. « À 3, j'ouvre et nous sortons », chuchota Thomas. Claire acquiesça, son appareil photo prêt à capturer ce moment extraordinaire. Thomas ouvrit la cage et ils se retirèrent promptement, refermant partiellement la porte derrière eux, mais laissant une ouverture suffisante pour observer et filmer. Ambre sortit prudemment, Ombre sur ses talons. Son premier réflexe fut d'inspecter rapidement l'espace, ses sens en alerte. Puis son regard se posa sur Brume et Miracle, qui n'avaient pas bougé, comme paralysés par l'émotion. Ce qui suivit restera à jamais gravé dans la mémoire de Thomas et Claire. Ambre s'avança vers ses petits, son corps exprimant un mélange de soulagement et de joie, que même un observateur humain ne pouvait manquer d'identifier. Brume fut le premier à réagir, se précipitant vers sa mère avec des miaulements aigus. Leurs têtes se frottèrent, leurs odeurs se mêlèrent, leur langage corporel exprimant plus clairement que des mots la joie des retrouvailles. Miracle, cependant, restait en retrait, comme incertain de sa place dans ces retrouvailles. C'est alors qu'Ambre fit quelque chose d'extraordinaire. Elle s'approcha du chiot, le renifla longuement, puis lui lécha doucement le museau, avant de le pousser vers Ombre qui n'avait pas encore rencontré son frère adoptif. Elle le reconnaît toujours comme faisant partie de sa famille, murmura Claire, les larmes aux yeux malgré son professionnalisme. Après tout ce qu'elle a traversé, elle n'a pas rejeté le chiot. Les deux chatons et le chiot formèrent bientôt un enchevêtrement de fourrure impossible à démêler, se reniflant, se léchant, se retrouvant après leur séparation traumatisante. Ambre veillait sur eux, tournant occasionnellement la tête vers le renard qui n'avait pas bougé de son coin. « Je me demande quel rôle ce renard a joué, » dit Thomas. « Comment a-t-il trouvé les petits? Pourquoi les a-t-il protégés ?» Claire secoua la tête. Impossible à dire sans avoir observé leur interaction. Mais cela ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette histoire déjà extraordinaire. Ce n'est plus seulement une adoption interspécifique, c'est tout un réseau d'entraide entre espèces habituellement concurrentes. Ils continuèrent à observer en silence pendant près d'1 heure, captivés par la dynamique complexe qui se jouait sous leurs yeux. Progressivement, la famille reconstituée se calma, s'installant dans un coin confortable de la cabane. Le renard, après s'être assuré que tout était en ordre, s'approcha de la porte où se tenaient Thomas et Claire. Sans montrer la moindre crainte, il passa devant eux et disparut dans la forêt. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Claire alors que le soleil était maintenant complètement levé, baignant la forêt d'une lumière dorée. Thomas soupira, partagé entre la joie d'avoir réuni cette famille et l'incertitude quant à leur avenir. À court terme, nous les laissons ici en sécurité. Je viendrai régulièrement vérifier qu'ils ont assez de nourriture et d'eau. Mais à long terme, nous devons prendre une décision difficile, compléta Claire,
Cette famille ne peut pas simplement être relâchée dans la nature. Un chiot domestique n'a pas sa place dans la forêt, même s'il a appris certains comportements sauvages. Et nous ne pouvons pas non plus les garder captifs indéfiniment, ajouta Thomas. Ambre est un animal sauvage. Elle a besoin de son territoire, de sa liberté. Claire réfléchit un moment. Il existe peut-être une solution intermédiaire. J'ai des contacts dans plusieurs réserves naturelles semi-ouvertes. Des endroits où les animaux peuvent vivre en semi-liberté tout en bénéficiant d'une protection et d'un suivi scientifique. Thomas hocha la tête, pensif. Ce serait l'idéal. Un endroit où cette famille pourrait rester ensemble, où Miracle pourrait continuer à grandir avec ses frères adoptifs sans représenter un danger pour eux, ni pour lui-même. Je vais passer quelques coups de fil, proposa Claire. Mais d'abord, je dois rédiger un rapport préliminaire sur ce que nous avons observé. Le monde scientifique doit être informé de ce phénomène extraordinaire, même si nous devons protéger l'emplacement exact de cette famille. Thomas sourit, appréciant la prudence de Claire. En attendant, retournons à ma maison. Nous avons tous besoin de repos après cette nuit mouvementée. Je reviendrai plus tard avec de la nourriture fraîche pour eux. Alors qu'ils s'éloignaient de la cabane, jetant un dernier regard à la famille réunie qui s'était endormie dans un enchevêtrement harmonieux de pelage tacheté et lisse, Thomas ne put s'empêcher de penser que la nature avait encore bien des secrets à leur révéler. Cette histoire, aussi extraordinaire soit-elle, n'était peut-être que la pointe visible d'un iceberg de complexité comportementale que la science commençait à peine à explorer. 2 semaines s'écoulèrent, durant lesquelles la famille extraordinaire resta dans la cabane de Thomas. Le garde forestier s'y rendait quotidiennement, apportant de la nourriture fraîche et vérifiant leur état de santé. Claire l'accompagnait souvent, documentant méticuleusement chaque interaction, chaque comportement qui continuait de défier les théories établies en matière d'éthologie. La récupération d'Ambre, après sa captivité, fut remarquablement rapide. En quelques jours, son pelage avait retrouvé son lustre, et son regard, cette intensité caractéristique. Plus étonnant encore était la façon dont elle avait repris son rôle de mère, non pas seulement pour ses chatons biologiques, mais aussi pour Miracle. Elle le toilettait avec la même attention, partageait avec lui les proies que Thomas leur apportait, et semblait même lui enseigner des techniques de chasse lors des séances de jeu que Claire filmait avec fascination. Les chatons et le chiot grandissaient à vue d'œil. Ombre et Brume développaient la musculature puissante caractéristique des jeunes lynx, leurs mouvements devenant chaque jour plus précis, plus félins. Miracle, quant à lui, grandissait différemment. Sa silhouette s'allongeait, ses pattes s'affermissaient, mais ce qui frappait Thomas et Claire, c'était la façon dont son comportement semblait naviguer entre 2 mondes, celui du chien domestique et celui du prédateur sauvage. « Regarde comme il se déplace », murmura Claire un matin, alors qu'ils observaient la famille depuis la fenêtre de la cabane. Il pose ses pattes exactement comme Ombre et Brume, minimisant le bruit. Un chiot normal bondirait en faisant craquer toutes les branches. Thomas acquiesça. Et pourtant, quand il nous voit, sa queue remue. Il n'a pas perdu cette caractéristique canine de reconnaissance des humains comme figure positive. Claire avait passé ces 2 semaines à contacter ses collègues et diverses institutions susceptibles d'accueillir cette famille inhabituelle. Les réponses variaient, scepticisme, enthousiasme débordant, inquiétudes éthiques, propositions commerciales qu'elle avait immédiatement rejetées. Mais au milieu de ce flot de réactions, une opportunité sérieuse avait émergé. « J'ai eu des nouvelles de Jean-Philippe Moreau », annonça-t-elle à Thomas alors qu'il regagnait sa maison après leur visite quotidienne. « Tu sais, le directeur de la réserve des Hauts Plateaux dans les Cévennes. » Thomas connaissait la réputation de cette réserve, un territoire de plus de 2000 hectares, majoritairement sauvage mais sécurisé, où des espèces menacées étaient réintroduites et étudiées dans des conditions proches de leur habitat naturel.
Et alors, demanda-t-il, essayant de ne pas trop espérer. Il est fasciné par notre cas. Il dit que la réserve a une zone isolée de près de 300 hectares, actuellement inoccupée, qui conviendrait parfaitement à une famille de lynx. C'est un territoire suffisamment grand pour qu'ils puissent vivre presque normalement, avec des proies naturelles, tout en restant sous observation scientifique discrète. Thomas ralentit sa voiture, digérant cette information. Et pour miracle, un chien, même élevé par des lynx, reste un animal domestique. Il ne peut pas simplement être relâché dans une réserve. Claire sourit. C'est là que la proposition devient vraiment intéressante. Jean-Philippe suggère que tu postules pour le poste de garde forestier principal de ce secteur de la réserve. Le titulaire actuel prend sa retraite dans 3 mois. Tu vivrais dans une maison forestière à la lisière de leur territoire, permettant à Miracle de naviguer entre les deux mondes, la famille de lynx et toi. Thomas resta silencieux, assimilant cette possibilité inattendue. Quitter son poste actuel, déménager dans les Cévennes, c'était un changement majeur dans sa vie. Mais l'idée de continuer à veiller sur cette famille exceptionnelle, de participer à long terme à cette histoire scientifique sans précédent, ce serait une opportunité unique, poursuivit Claire, sentant son hésitation. Non seulement pour toi et ces animaux, mais pour la science. Nous pourrions documenter sur plusieurs années l'évolution de cette dynamique familiale interspécifique. Rien de tel n'a jamais été étudié auparavant. Thomas hocha lentement la tête. Je vais y réfléchir sérieusement. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait pour sa visite quotidienne à la cabane, Thomas reçut un appel de Marc Dupont, le directeur régional de l'OFB. « Thomas, j'ai une bonne nouvelle », annonça Marc sans préambule. Les 3 braconniers du réseau Kovacs ont été formellement inculpés. Avec les preuves que nous avons recueillies dans la ferme, plus les témoignages d'autres trafiquants qui ont accepté de coopérer, ils risquent plusieurs années de prison. « Et les animaux saisis ?» demanda Thomas. La plupart ont déjà été remis à des centres spécialisés ou des zoos participant à des programmes de conservation. Quelques-uns, comme les oiseaux migrateurs, ont pu être relâchés. Marc fit une pause. Et en parlant d'animaux, comment se porte notre famille peu conventionnelle ? Thomas lui résuma brièvement la situation, mentionnant au passage la proposition concernant la réserve des hauts plateaux. « C'est une excellente idée », approuva Marc. « J'appuierai personnellement ta candidature si tu décides d'y donner suite. Cette famille mérite une chance de rester ensemble et la science a beaucoup à apprendre de leur cas. » Lorsque Thomas arriva à la cabane ce jour-là, Claire l'attendait déjà, un sourire excité illuminant son visage. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai observé ce matin, » dit-elle, dès qu'il descendit de voiture. « Le renard est revenu. » Thomas écarquilla les yeux. « Le même que l'autre jour ?» ?»« Affirmatif. Je l'ai immédiatement reconnu à la cicatrice sur son oreille gauche. Il est apparu à la lisière de la forêt, et Ambre l'a repéré instantanément. Elle est sortie. J'avais laissé la porte entr'ouverte pour observer, et ils ont eu ce même échange de regards que la dernière fois. Et ensuite, le plus étonnant, c'est que le renard a apporté quelque chose. Un lièvre fraîchement tué. Il l'a déposé devant Ambre comme une offrande. Claire secouait la tête, encore stupéfaite par ce qu'elle avait vu. Ambre l'a accepté, l'a ramené à l'intérieur pour les petits, puis est ressorti. Le renard était toujours là, et ils sont restés un moment côte à côte, à observer la forêt ensemble. Thomas essayait d'assimiler cette nouvelle information extraordinaire. Tu crois qu'ils se connaissaient avant ? Que ce renard a une histoire avec Ambre qui précède même l'arrivée de Miracle ? C'est possible. Les territoires des renards et des lynx se chevauchent souvent. Normalement, les lynx considèrent les renards comme des compétiteurs, parfois même comme des proies. Claire réfléchit un instant, mais peut-être que dans certaines circonstances, des relations différentes peuvent se développer. Peut-être que ce renard a aidé Ambre par le passé ou vice-versa. Ils entrèrent ensemble dans la cabane. La famille était réunie autour du lièvre que le renard avait apporté.
Ambre surveillait ses petits qui mangeaient avec appétit, y compris Miracle qui avait développé un goût prononcé pour la viande crue, un autre aspect de son adaptation remarquable à la vie avec des félins sauvages. « J'ai pris ma décision », annonça soudain Thomas, observant cette scène paisible. « Je vais postuler pour ce poste dans la réserve. Ces animaux ont créé quelque chose d'unique, quelque chose qui mérite d'être préservé et étudié. » Claire sourit, visiblement soulagée. « Je suis heureuse de l'entendre. Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde. » Les semaines suivantes furent consacrées à la préparation du transfert. Jean-Philippe Moreau vint personnellement évaluer la situation, restant bouche bée devant le spectacle de Miracle, jouant avec ses frères lynx sous l'œil attentif d'Ambre. En 30 ans de carrière dans la conservation de la faune sauvage, je n'ai jamais rien vu de tel, admit-il après plusieurs heures d'observation. Cette famille doit absolument rester ensemble, et votre candidature pour le poste est pratiquement acceptée, Thomas. Vos références sont excellentes, et votre lien avec ces animaux est un atout inestimable. Le plan se précisait. La famille serait transportée dans 3 semaines vers la réserve, coïncidant avec l'installation de Thomas dans la maison forestière, adjacente à leur futur territoire. Des caméras discrètes seraient installées à des points stratégiques, permettant de suivre leurs déplacements et comportements sans perturbation humaine excessive. Claire, quant à elle, avait obtenu un financement spécial de son université pour documenter cette histoire extraordinaire sur le long terme. Elle prévoyait de passer 1 semaine par mois dans la réserve, travaillant en étroite collaboration avec Thomas et l'équipe scientifique locale. Un soir, alors que Thomas finalisait les détails de son déménagement, il reçut un appel inattendu. C'était un de ses collègues qui patrouillait dans le secteur où Ambre avait initialement trouvé Miracle. « Thomas, tu devrais venir voir ça. On a trouvé quelque chose d'intéressant près du ruisseau où tu m'as dit que le chiot avait été abandonné. » Intrigué, Thomas s'y rendit immédiatement. Son collègue l'attendait près d'un petit parking forestier rarement utilisé, tenant un sac en plastique dans sa main gantée. « Regarde ce que j'ai trouvé sous un buisson, » dit-il en tendant le sac à Thomas. Quelqu'un a essayé de le cacher, mais les récentes pluies ont partiellement déterré l'objet. Thomas ouvrit précautionneusement le sac. À l'intérieur se trouvait un collier pour chiot, petit et bleu, avec une médaille en métal sur laquelle était gravé un nom, Miracle. Thomas fixait le petit collier bleu, son esprit tentant d'assembler les pièces de ce nouveau puzzle. Miracle était gravé sur la médaille, sans ambiguïté possible. Ce n'était donc pas un abandon aléatoire. Quelqu'un avait intentionnellement laissé ce chiot dans la forêt, précisément dans le territoire d'Ambre. Qui ferait une chose pareille ? Murmura Thomas, plus pour lui-même que pour son collègue. J'ai une autre information qui pourrait t'intéresser, ajouta ce dernier. En cherchant un peu plus, j'ai trouvé ceci. Il tendit à Thomas une carte de visite froissée et partiellement délavée par la pluie. On pouvait encore y lire « Dr Elena Kovač, recherche en comportement animal ». Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Kovač, comme les braconniers, j'ai fait quelques recherches. Elena Kovač est la sœur de Zlatko Kovač, le chef du réseau de trafiquants. Mais contrairement à son frère, c'est une scientifique respectée, spécialisée dans l'étude des comportements adaptatifs chez les prédateurs. » Les implications de cette découverte étaient vertigineuses. Thomas remercia son collègue et rentra immédiatement pour partager ses informations avec Claire. La scientifique écouta attentivement, son visage reflétant le même choc que Thomas avait ressenti. « Tu crois que c'était une expérience ?» demanda-t-elle finalement, qu'elle a délibérément placé Miracle sur le territoire d'Ambre pour voir si une adoption interspécifique était possible ? Ça expliquerait beaucoup de choses, répondit Thomas. Le chiot était trop jeune pour survivre seul, mais pas assez pour représenter une menace immédiate pour un lynx adulte.
Il était dans un sac qui masquait partiellement son odeur jusqu'à ce qu'Ambre l'ouvre. C'était calculé. Claire secouait la tête, partagée entre indignation professionnelle et fascination scientifique. Si c'est vrai, c'est éthiquement répréhensible. On ne manipule pas des animaux sauvages pour des expériences sans protocole strict, sans surveillance, sans garantie de sécurité pour les sujets. Mais le plus étrange, poursuivit Thomas, c'est que les braconniers ont capturé Ambre et Ombre. Si Elena était derrière l'expérience initiale, pourquoi son frère aurait-il interféré? Peut-être ne savait-il pas. Ou peut-être que les motivations étaient différentes, elle pour la science, lui pour l'argent. Ils décidèrent de signaler leur découverte aux autorités qui enquêtaient sur le réseau Kovacs, mais de garder ces informations confidentielles en dehors du cercle des enquêteurs. Le bien-être de la famille extraordinaire restait leur priorité absolue. 3 semaines plus tard, le grand jour du transfert arriva. Des caisses de transport spéciales avaient été préparées, suffisamment grandes pour le confort des animaux mais équipées de séparation, permettant de garder chaque membre de la famille en contact visuel avec les autres. Le trajet jusqu'à la réserve des hauts plateaux, à près de 400 km, serait stressant malgré toutes les précautions. Thomas avait déjà déménagé l'essentiel de ses affaires dans la maison forestière, qui serait désormais son domicile. Claire l'accompagnait pour cette transition, ayant pris un congé exceptionnel de ses fonctions universitaires afin de documenter les premières semaines d'adaptation de la famille dans leur nouveau territoire. Le transfert se déroula mieux que prévu. Ambre, qui semblait avoir développé une étonnante tolérance à la présence humaine quand celle-ci ne représentait pas une menace, entra presque volontairement dans sa caisse après que Thomas y eut placé Ombre. Brume fut plus réticent, mais céda finalement. Miracle, fidèle à sa nature hybride, hésita sur le seuil de sa caisse, regarda Thomas comme pour chercher approbation, puis entra calmement. « C'est fascinant », murmura Claire en observant ce manège. « Il comprend. D'une certaine façon, il sait que nous les emmenons vers quelque chose de mieux. » Le trajet fut long, mais sans incident majeur. À leur arrivée à la réserve, une équipe dirigée par Jean-Philippe Moreau les attendait. Le site choisi pour le relâcher était parfait. Une clairière bordée d'une forêt dense, traversée par un petit ruisseau et suffisamment éloignée des zones touristiques pour garantir la tranquillité. « Nous avons installé les caméras comme convenu », expliqua Jean-Philippe. « Discrètes mais efficaces. Nous pourrons suivre leurs déplacements sans perturber leur adaptation. » Les caisses furent disposées côte à côte au centre de la clairière, leurs portes orientées vers la forêt. Sur un signal de Jean-Philippe, elles furent ouvertes simultanément. Un silence tendu s'installa parmi les observateurs humains, tous retirés à bonne distance. Ambre fut la première à émerger, prudemment, tous ses sens en alerte. Elle analysa longuement son nouvel environnement, humant l'air, scrutant les alentours. Puis apparemment satisfaite, elle émit un doux miaulement. Comme un seul organisme, les 3 jeunes sortirent à leur tour. D'abord Ombre, puis Brume, et enfin Miracle. La famille resta groupée un moment au centre de la clairière, Ambre en position protective, les jeunes serrés contre elle. Puis, avec cette grâce féline qui avait tant fasciné Thomas, elle se dirigea vers la forêt. Les chatons la suivirent immédiatement. Miracle hésita, se retournant vers Thomas comme s'il était partagé entre 2 mondes. « Va, Miracle », murmura Thomas, la gorge serrée par l'émotion. « Va avec ta famille. Je serai toujours là. » Comme s'il avait compris, le chiot, qui ressemblait de moins en moins à un chiot et de plus en plus à un étrange hybride comportemental, s'élança à la suite des lynx. En quelques bonds, la famille extraordinaire avait disparu dans l'ombre verte de la forêt. « C'est fait », dit simplement Jean-Philippe. « Maintenant, nous attendons et observons. » Les premières semaines furent riches en découvertes.
Grâce aux caméras et aux observations directes mais discrètes de Thomas, ils purent documenter l'adaptation remarquable de la famille à son nouveau territoire. Ambre se révéla être une chasseuse exceptionnelle, capable d'abattre des proies bien plus grosses qu'elle. Les chatons, sous sa tutelle attentive, développaient rapidement leurs propres compétences. Miracle, quant à lui, continuait de défier toutes les attentes. Il avait trouvé sa propre niche dans cette structure familiale unique. Moins agile que les lynx pour grimper aux arbres, mais plus endurant sur les longues distances, moins discret à l'approche, mais doté d'un flair exceptionnel qui complétait parfaitement les talents de chasseur de sa famille adoptive. Un mois après leur installation, un événement inattendu vint ajouter un nouveau chapitre à cette histoire déjà extraordinaire. Thomas, effectuant sa ronde matinale à la lisière du territoire de la famille, aperçut une silhouette familière, le renard roux à l'oreille cicatrisée. L'animal se tenait à une vingtaine de mètres, l'observant avec ce qui semblait être une curiosité intelligente. « Tu les as suivis jusqu'ici » murmura Thomas stupéfait. Le renard inclina légèrement la tête, dans ce geste qui avait tant rappelé à Thomas celui d'Ambre lors de leur libération. Puis, sans hâte mais avec détermination, il s'enfonça dans la forêt en direction du territoire des lynx. Ce soir-là, les caméras capturèrent des images qui firent la une des revues scientifiques dans les mois qui suivirent. Ambre et le renard assis côte à côte sur un promontoire rocheux, observant leurs territoires respectifs dans ce qui ressemblait à un compagnonnage silencieux. Plus tard, le renard fut observé jouant avec les jeunes, y compris Miracle, dans une interaction qui défiait toutes les théories établies sur les relations interspécifiques dans la nature. Un an passa. La famille extraordinaire prospérait dans son nouveau territoire. Les chatons, maintenant presque adultes, commençaient à explorer des zones plus éloignées, comme le feraient naturellement de jeunes lynx, s'apprêtant à établir leur propre territoire. Miracle, cependant, maintenait un équilibre unique entre deux mondes. Il passait la plupart de son temps avec sa famille lynx, mais rendait régulièrement visite à Thomas dans sa maison forestière, comme un pont vivant entre la vie sauvage et la présence humaine. L'histoire d'Ambre et Miracle avait entre-temps captivé le monde entier. Le documentaire réalisé par Claire, combinant ses observations avec celles de Thomas et les images des caméras de la réserve, avait remporté plusieurs prix internationaux et suscité un intérêt sans précédent pour la conservation des espèces et la complexité du comportement animal. Quant à Elena Kovač, elle fut finalement identifiée et interrogée par les autorités. Elle reconnut avoir placé délibérément le chiot sur le territoire d'Ambre, mais insista sur le fait qu'elle n'avait jamais imaginé que son frère capturerait ensuite les animaux. Son expérience, éthiquement condamnable mais scientifiquement visionnaire, avait involontairement ouvert une nouvelle voie de recherche sur la plasticité comportementale des prédateurs. Un soir d'automne, 2 ans après le début de cette histoire extraordinaire, Thomas était assis sur la terrasse de sa maison forestière, savourant la tranquillité du crépuscule. Un mouvement attira son attention à la lisière de la forêt. Ambre émergea des ombres, suivie de Miracle, désormais adulte mais toujours reconnaissable à sa démarche unique qui combinait la fluidité féline et la puissance canine. À la surprise de Thomas, ils s'approchèrent plus qu'à l'accoutumée, s'arrêtant à une dizaine de mètres de la terrasse. Miracle regardait Thomas avec une intensité particulière, comme s'il tentait de communiquer quelque chose d'important. C'est alors qu'une troisième silhouette émergea timidement des fourrés, un petit chiot au pelage étrangement tacheté, ses mouvements maladroits mais déterminés, rappelant étrangement ceux d'un chaton de lynx. Thomas retint son souffle, comprenant instantanément ce qu'il voyait. Miracle avait trouvé une compagne, probablement un chien errant ou échappé d'une ferme des environs. Et ensemble, ils avaient créé une nouvelle génération de cette extraordinaire histoire d'adaptation et d'amour transcendant les barrières des espèces. Sous le regard bienveillant d'Ambre,
le cycle recommençait, prouvant que dans la nature, les possibilités d'évolution et d'adaptation étaient infiniment plus vastes et plus merveilleuses que l'humanité ne l'avait jamais imaginé.